Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Mais plus que les milliards, ce qui est fascinant, ce sont les principes, la méthode, qui lui ont permis de bâtir un véritable empire. Et tout part de cette phrase. Mon rêve est de remettre la richesse entre les mains de tous les Nigériens. Ce n'est pas juste une formule, c'est vraiment la vision qui a guidé chacune de ses décisions. On ne parle pas d'accumulation personnelle, mais bien de construction à l'échelle d'un pays. C'est la grande question. Comment est-ce qu'on passe d'un simple prêt familial à un empire qui pèse sur tout un continent? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps, bien avant sa naissance même, pour voir d'où il vient. Pour vraiment saisir le titan qu'il est devenu, il faut d'abord regarder la dynastie dont il est issu. Parce que chez les Dangote, les affaires, ce n'est pas une carrière, c'est carrément dans l'ADN. Et c'est ça qui est fascinant. Pour lui, l'entrepreneuriat, ce n'était pas vraiment un choix, c'était une évidence, un héritage. Son arrière-grand-père était déjà l'homme le plus riche de la région. Son grand-père a ensuite fait grandir cet empire. En gros, Dangote est né au sommet d'une montagne commerciale et il a décidé d'en construire une encore plus haute. Et là, on touche à un point clé de sa formation. Il a été élevé par son grand-père après le décès de son père, et il a donc eu un mentor exceptionnel dès son plus jeune âge. Il n'a pas seulement hérité de l'argent, il a hérité de quelque chose de bien plus précieux, la sagesse et l'instinct des affaires. Alors cet ADN d'entrepreneur, comment est-ce qu'il s'est manifesté pour la toute première fois? Passons de l'héritage à l'action. C'est une anecdote qu'on entend souvent, mais elle dit tout. Dès l'école primaire, il achetait des bonbons en gros pour les revendre au détail avec un petit profit. L'instinct d'acheter, d'ajouter de la valeur et de vendre, il était déjà là. C'était moins pour l'argent que pour le plaisir du jeu en fait. Et puis, à 20 ans, en 1977, tout s'accélère. C'est le moment charnière. Son grand-père, son mentor, ne lui fait pas un cadeau, non. Il lui accorde un prêt. C'est un test. Et le montant est tout sauf anodin. Juste pour qu'on se rende bien compte, 500 000 naira à l'époque, c'était l'équivalent de 10 Mercedes neuves. Ce n'était pas de l'argent de poche pour démarrer une petite activité. C'était un vrai capital de départ, un véritable acte de foi de son grand-père en ses capacités. Et là où ça devient vraiment impressionnant, c'est sa réaction. En se lançant dans le commerce de ciment, il n'a pas seulement réussi, il a pulvérisé toutes les attentes. Rembourser un prêt prévu sur 3 ans en seulement 6 mois, ça montre une efficacité et une vision déjà hors du commun. À ce stade, il aurait très bien pu continuer comme ça toute sa vie et devenir un négociant incroyablement riche. Mais un voyage va tout changer et le faire basculer dans une autre dimension. Et c'est au Brésil que le grand déclic va se produire. Il quitte le Nigérien en tant que commerçant, mais ce qu'il va voir là-bas va provoquer une véritable révolution dans sa façon de penser les affaires. Ses propres mots sont très forts. Il se demande comment se fait-il qu'il y a un tel développement industriel au Brésil et pas au Nigeria. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une prise de conscience brutale. Il voit un pays qui ressemble au sien, mais qui est sur une trajectoire complètement différente grâce à l'industrialisation. C'est là que tout bascule. Et ce changement de mentalité est absolument fondamental. On passe d'un modèle où l'on importe des biens à un modèle où on les fabrique soi-même. Le point crucial ici, c'est le passage de la simple création de richesse personnelle à la construction d'une richesse nationale. C'est un changement de dimension. Bon, si on devait résumer tout ça, si on devait extraire les principes clés de son succès, ça donnerait quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et voilà, en gros, le schéma Dangote. D'abord, commencer petit, rêver grand. On l'a vu avec l'histoire des bonbons. Ensuite, produire, ne pas juste commercer. Ça, c'est la grande révélation du Brésil. Et enfin, le pilier de toute sa philosophie, croire en son pays. La conviction que la prospérité du Nigeria est le plus grand marché qui soit. Maintenant, voyons ce que ça donne en pratique. Comment est-ce que cette vision, ce schéma, est devenu un empire bien réel? Et regardez la vitesse à laquelle tout s'enchaîne. Fin des années 90, il pivote vers l'industrie. Début 2000, il rachète des usines d'État. En 2007, son groupe pèse déjà 10 milliards de dollars en bourse. Et puis vient le projet le plus fou, une raffinerie de pétrole gigantesque. Chaque étape est une nouvelle démonstration de force. Le résultat aujourd'hui, il est juste colossal. On ne parle plus de simples entreprises là, on parle des fondations de l'économie. Ciment, sucre, pétrole, il s'est positionné sur les besoins fondamentaux, non pas en important, mais en produisant sur place à une échelle continentale. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On revient à cette fameuse phrase du début. Une phrase qui pouvait sembler un peu idéaliste, mais qui prend maintenant tout son sens. En bâtissant des industries locales, il a créé des dizaines de milliers d'emplois. Il a développé des compétences et il a réduit la dépendance de son pays. La vision est devenue réalité. On termine sur cette réflexion. Le modèle de Dangote, identifier un besoin de base, produire localement au lieu d'importer et miser sur son propre marché, c'est une recette incroyablement puissante. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir qui sera le prochain Dangote, mais plutôt qui saura appliquer cette même logique au prochain grand défi de notre époque.